Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers amis. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 57-26 que le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'instant sur la question du Sahara marocain. Cette nouvelle résolution répond aux attentes du Royaume. Elle promeut l'initiative marocaine d'autonomie, demande la reprise du processus politique, interpelle sur les violations des droits de l'homme et l'enregistrement des populations des camps séquestrés à Tindouf et satisfait aux requêtes marocaines. En effet, la résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant d'effort sérieux et crédible et la positionnant en tant que seule et unique base pour la négociation d'une solution politique pour le différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. Cette résolution demande au Conseil de sécurité de prendre en considération la dynamique internationale et le momentum au profit de l'initiative marocaine d'autonomie qui jouit du soutien de 20 membres de l'Union européenne, 2 membres permanents du Conseil de sécurité et d'une centaine de pays, et plus d'une centaine plutôt, de pays d'organisations internationales et régionales à travers le monde. Par ailleurs, le Conseil de sécurité demande la reprise du processus politique en exhortant toutes les parties de s'y engager de manière constructive. Cet appel s'adresse plus particulièrement à l'Algérie, qui est citée à 5 reprises en tant que partie prenante, parce qu'il s'oppose au processus politique et surtout, il s'oppose depuis 3 ans à la tenue des tables rondes. Parallèlement, le Conseil de sécurité appelle à la reprise du processus politique, appelle à la relance, ou plutôt la reprise du cessez-le-feu. Dans ce cadre, il appelle également toutes les parties de s'abstenir de tout ce qui est de nature à compromettre le processus politique. C'est un élément nouveau dans cette résolution. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité introduit un lien direct entre la relance du processus politique et le respect du cessez-le-feu. Parallèlement, le Conseil de sécurité insiste sur l'importance et l'urgence de la coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, avec une appréciation particulière pour les efforts constants du Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes, à travers le rôle joué par le Conseil national des droits de l'homme et ses représentations régionales à Laayoune et à Dakhla. De même, le Conseil de sécurité rappelle son exigence pour l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, ainsi que son impératif pour prévenir le détournement de l'assistance humanitaire internationale par le groupe séparatiste armé, le Polisario et le Croissant Rouge algérien, et ce, à travers l'acheminement de cette aide directement aux bénéficiaires, et ce, conformément aux pratiques des organisations humanitaires internationales. Pour conclure, je voudrais dire que, comme vous le savez, l'analyse de toute résolution du Conseil de sécurité ne peut pas se faire exclusivement à l'aune de ses dispositions préambulaires et opératives. Elle se fait également à l'aune de ses silences. Et c'est le cas présentement avec l'atonie totale du Conseil de sécurité à l'égard de l'intervention de l'envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, devant le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier. Le silence
l'intervention de M. de Mistura a suscité plus de confusion et d'interrogation que porter des réponses. Je suis à vous maintenant pour poser des questions. C'est Omar. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Omar Hachiche, de l'agence MAT. J'ai une question au sujet de l'initiative de l'ambassadeur algérien qui a essayé d'introduire un amendement pour élargir le mandat de Lamine Oursou aux droits de l'homme, ce qui a été rejeté par le Conseil de sécurité. Quelle interprétation faites-vous de ce rejet-là par le Conseil de sécurité? Merci. Vous avez été gentil avec lui. Il a introduit 2 amendements. Un sur, comme vous avez dit, l'élargissement du mandat de Lamine Oursou et l'autre sur la visite du Haut-Commissariat. À cet égard, je voudrais dire que malheureusement, mon frère algérien a fait un show mal scénarisé. Il a essayé de recourir à l'émotion en appelant les membres du Conseil de sécurité, faisant avec beaucoup de compassion, parlant beaucoup de compassion sur les droits de l'homme. Et malheureusement, son message n'était pas audible parce que venant d'un pays qui viole les droits de l'homme, venant d'un pays qui ferme les journaux, les télévisions, qui persécute les hommes politiques, l'opposition, qui enferme même les chanteurs et les chanteuses, qui persécute également le peuple kabyle. Comment un pays comme l'Algérie peut se prévaloir pour donner des leçons sur les droits de l'homme et dire que si le Conseil n'adopte pas ces résolutions, ben, ça veut dire qu'il a failli à son devoir. Malheureusement, le fait que le Conseil de sécurité n'a pas appuyé ces 2 amendements, ça veut dire que c'est un échec pour la diplomatie algérienne, c'est un échec pour sa politique, surtout de diviser le Conseil de sécurité, de faire pression sur le Conseil de sécurité, et venir ne pas respecter le pen holder, venir à la dernière minute avec 2 amendements, ce qui est inhabituel, mettre 2 amendements en bleu, en parallèle à la résolution qui est discutée et adoptée par le Conseil de sécurité. Ce sont des attitudes irresponsables. Et ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement que ce qui concerne l'Algérie, c'est le Maroc. Parce que l'Algérie n'a pas fait ça sur aucune des questions qui a été discutées par le Conseil de sécurité depuis qu'ils sont maintenant au Conseil depuis 10 mois. Aucun amendement n'a été mis en bleu en affrontant les pen holders ou en voulant imposer au Conseil de sécurité. On n'a pas entendu un message aussi compatissant sur aucune des questions qui a été posée pour venir maintenant sur la question de Sahara. Ça prouve quoi? Ça prouve tout simplement l'implication de l'Algérie dans ce dossier, la responsabilité première. Et d'ailleurs, le Conseil de sécurité est très fort sur cette question en interpellant l'Algérie à 5 reprises. Autre chose, il a comme j'ai dit, un show mal scénarisé et une sortie de scène encore lamentable, parce que le fait de ne pas voter la résolution, tel point que les responsables du secrétariat se sont interrogés que fait l'Algérie. D'ailleurs, certains diplomates ont souri. Ne pas voter une résolution, il a raté le coche de s'opposer à la résolution pour démontrer qu'effectivement, il est très attaché aux questions de droits de l'homme. Il a raté le coche également en s'abstenant, ou plutôt en ne participant pas au vote, ce qui veut dire que, d'après l'explication qui est donnée dans les manuels des Nations Unies, quand un pays membre du Conseil de sécurité ne participe pas au vote, ça veut dire qu'il a une implication directe, qu'il a un intérêt direct dans cette question. Et c'est la preuve que, malheureusement, l'Algérie nous donne la preuve aussi bien par la manière que par le contenu, que par la mise en scène de son attitude cet après-midi devant, je dirais, le monde entier, parce que grâce à la télévision des Nations Unies, le monde entier suit ce qui se passe au Conseil de sécurité. Voilà ce que je tenais à dire sur cette péripétie des 2 amendements de l'Algérie.
C'est Zakaria? Oui, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution appelant l'Algérie à reprendre sa place aux tables rondes. Pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, que l'Algérie, cette fois-ci, va répondre favorablement à sa table? Je vais dire ce que les Anglais disent du wishful thinking. Nous l'espérons, bien que nous ne sommes pas certains. Tout simplement parce que l'Algérie s'arc-boute sur sa position de rejeter les tables rondes, alors qu'il avait participé à ces tables rondes. L'Algérie, depuis pratiquement le départ de l'ex-envoyé personnel, M. Scholar, a refusé de reprendre sa place autour de ces tables. Nous le regrettons amèrement, mais cela n'absout pas l'Algérie de sa responsabilité. Elle est responsable du blocage, elle est responsable de cette situation où l'envoyé personnel ne peut rien faire. Elle est responsable de ce qui se passe dans les camps. Elle est responsable également de l'armement du Polisario, de son financement. Elle est responsable pratiquement de tout cette tragédie du peuple algérien qui s'appauvrit alors qu'on finance à bras ouverts un groupe séparatiste, qu'on finance également les campagnes médiatiques, les campagnes diplomatiques, et que tout cela, malheureusement, nous aurions souhaité que l'Algérie reprenne sa place et qu'elle puisse, ce qu'elle a à dire ici, au Conseil, ou ce qu'il a à dire à l'Assemblée générale ou à la 4e commission, qu'il vienne, qu'il le dise. Et on peut argumenter, on peut discuter. L'essentiel, c'est de parvenir à une solution qui, nous l'espérons, permettra à l'Union du Maghreb arabe d'être réactivée, qui permettra de la coopération entre nos peuples, la région, le Maroc, l'Algérie et les autres pays, la Mauritanie, la Tunisie, pour coopérer contre l'extrémisme violent, le terrorisme, trafic des êtres humains, trafic de tout genre. Malheureusement, il continue, il persiste dans cette situation, mais comme j'ai dit, je ne perds pas espoir. En tant que diplomate, je suis obligé d'être optimiste et espérant, Inch'Allah. C'est Karim, c'est Karim. J'ai une question, merci monsieur l'ambassadeur, c'est Karim Oufied de MAP. Je voudrais revenir avec vous sur l'arrêt de la Cour de justice européenne. Comment cet arrêt va-t-il affecter les accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc? Comment? Pour nous, il n'y a pas d'impact sur nos relations avec l'Union européenne. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de même que les déclarations de mon ministre, plusieurs fois, devant la presse, c'est que c'est une question européenne. Ça ne concerne pas le Maroc, ça concerne l'Europe. Nous ne sommes pas ni sujets de l'Union européenne, ni assujettis en tant qu'État au droit communautaire européen. La question du Sahara relève du droit international. La question du Sahara relève de l'institution qui est dans cet immeuble. Et pour nous, donc, pas d'impact, on n'est pas concerné, c'est aux Européens de régler ce problème. Cela ne nous empêche pas de faire des observations. Première observation, c'est que la Cour, avec tout le respect que j'ai pour la Cour, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, a appliqué le droit communautaire alors que la question relève du droit international. Première. Et je voudrais ici rappeler que l'article, si ma mémoire est bonne, l'article 23, 25 et 26 des statuts de la Cour, il est dit que la Cour, dans ses jugements, doit se baser et doit s'inspirer du droit international, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'est basé uniquement sur le droit humanitaire, comme si nous étions européens. Deuxièmement, dans tout arrêt, on appelle, normalement, je ne suis pas juriste, mais ce que je sais, c'est qu'on n'introduit pas des éléments nouveaux. Or, la Cour a introduit un élément nouveau alors qu'elle était censée juger ce qui existe et non pas venir avec un élément nouveau qui est la population. En ce qui concerne cet élément nouveau, elle s'est basée sur ce qu'a dit l'avocat de l'autre partie
sur la population 500 000. D'où vient ce 500 000? Il n'a pas eu qu'il puisse le dire, c'est une chose, mais que la Cour puisse c'est-à-dire l'utiliser comme un argument, c'est inacceptable et maladroit. Ici, je voudrais montrer un document qui date, c'est le اللاجئين منظمة ديال الأمم المتحدة للاجئين المندوبية السامية للاجئين تقرير حول الجزائر ومخيمات تندوف والمندوبية السامية للاجئين يعني تناقش المسألة تاع المساعدات وكذلك كيفية تفريق المساعدات على أساس الأعداد التي تعطى لها. وفي هنايا lessons learned and future outlook، يعني الدروس المأخوذة فيما يخص هذه المساعدات ديال اللاجئين لسنة 23 24 25 يقولون أن العدد السكان 173,600 وزايدين هنايا كما أعطيت لهم من طرف البلد المضيف. Vous voyez, c'est très clair. Le document est très clair, très éloquent. Les Algériens disent c'est 173 000, la Cour européenne dit c'est 500 000. Donc comment faire? Dernière observation pour ce qui concerne la Cour, c'est que la Cour a critiqué l'avis juridique Corel, qui est un avis qui a été demandé par le Conseil de sécurité. Comment une Cour européenne peut-elle se permettre de critiquer un avis qui a été émis par une organisation internationale basée sur le droit international? Vous voyez notre avis sur la Cour, il y a bien sûr ce que nous pensons et ce que nous sommes par rapport à la Cour européenne. Et comment nous voyons, nous restons optimistes et nous disons c'est un problème, je le répète, euro-européen qui doit être réglé entre les Européens et leur Cour. Je voudrais dire une dernière chose sur la contestation. Ce n'est pas la première contestation d'un tel arrêt. D'ailleurs, comme vous l'avez suivi, les pays européens ont publié au niveau des chefs d'État communiqué après leur Conseil des ministres il y a 10 jours, un communiqué soutenant leur attachement plutôt à relations stratégiques, économiques et de partenariat avec le Maroc. C'est une réponse à la Cour. Des pays pris individuellement ont publié des communiqués de soutien, d'attachement et de distanciation par rapport à la Cour européenne. C'est Madame Van Leyden, la commissaire européenne, et là également le jour même publié un communiqué de soutien au Maroc, la relation avec le Maroc et surtout le partenariat stratégique et économique avec le Maroc. C'est la même chose de la part de M. Borrell. Toutes ces communications versent dans la justesse de la position marocaine, la neutralité du Maroc par rapport à l'arrêt de la Cour, mais également l'attachement de ces pays dans les relations économiques, commerciales, politiques avec le Royaume du Maroc, malgré cet avis de la Cour. Et je voudrais juste, en parlant de contestation, nous ne contestons pas, c'est aux Européens de le contester. Mais il y a, je dirais, beaucoup de précédents. Par exemple, la Pologne a contesté un arrêt de la Cour européenne en ce qui concerne la réforme de la justice. L'Allemagne a contesté un arrêt de la Cour en ce qui concerne la réforme des retraites. Le Royaume-Uni a fait de même quand il était membre de l'Union européenne, parce qu'il a contesté un arrêt de la Cour concernant la taxation des transactions financières et également un jugement contre un terroriste moyen-oriental. La Hongrie a contesté un arrêt de la Cour concernant la liberté d'expression et les ONG. Et finalement, je dirais le dernier, c'est la Tchéquie qui a contesté l'arrêt de la Cour en ce qui concerne la répartition des quotas des réfugiés. C'est dire que les arrêts de la Cour, bien sûr, ne sont pas contraignants pour les Européens, ils les contestent et ils s'adaptent avec ces arrêts. Mais pour nous, nous disons c'est euro
européen, l'affaire est close. Une dernière question, M. l'ambassadeur, si vous le permettez. Votre ami attend. Oui? Monsieur de Mistura demande au Maroc de préciser les détails de l'autonomie. Quelle est votre réaction? Si nous précisons les détails de l'autonomie, avec qui nous allons les négocier? Avec nous-mêmes? Ce n'est pas avec nous-mêmes. C'est une énième fois que, pas seulement M. de Mistura, mais également Christopher Ross avait fait de même en me demandant, donnez-moi le texte, je vais le faire peindre aux couleurs des Nations Unies et je vais le présenter aux autres parties. On a dit non. Et ce n'est pas pour M. de Mistura, mon ministre, et même, dirons, avec le président Horst Kohler, nous avons discuté du contenu de l'initiative marocaine d'autonomie. J'invite le secrétariat qui suit le dossier du Sahara marocain au département politique ici à donner le compte rendu à M. de Mistura pour qu'il sache que ça a été déjà discuté, nous les avons détaillés. Mais pour détailler, nous avons besoin d'un partenaire. Le Maroc a été très clair. Dès qu'ils acceptent l'autonomie en tant que solution définitive dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, tout devient possible et on détaillera autant qu'ils le voudront et nous serons ouverts à la discussion. Mais que nous puissions, nous, dire, voilà, nous voulons détailler. Après, qu'est-ce qu'on va discuter? Lorsqu'il y aura, dans un an, 2 ou je ne sais combien d'années, il y aura une réunion des tables rondes, qu'est-ce qu'on va discuter? Et ce n'est pas sûr que ce que nous allons détailler va être accepté. Nous leur disons, venez avec tout ce que vous voudrez mettre dans ce projet, cette initiative. Mais vous devez être prêts à l'accepter et à discuter en toute franchise. Et le Maroc fera preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de souplesse et surtout amènera les garanties internationales nécessaires pour, en ce qui concerne les systèmes autonomiques à travers le monde. Comme nous avons pris des leçons, ou plutôt nous sommes inspirés de plusieurs systèmes autonomiques avant de présenter l'initiative d'autonomie, eh bien, nous allons nous inspirer également de ce qui est fait, de ce qui est mis en œuvre pour réussir l'initiative, Inch'Allah. Oui. Monsieur l'ambassadeur, de l'agence EFE, d'accord. Dans le sens que vos collègues de là-bas, Oui. comment peut-on négocier sur un texte si on ne connaît pas le contenu? Et une deuxième question, M. de Mistura, il a fait allusion pourquoi il pourrait même quitter son poste s'il ne voit pas de progrès d'ici 6 mois. Alors, je vous réponds sur la première question. Tout d'abord, le texte, il est public. Et ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans le texte, c'est qu'ils font preuve je ne dirais pas de malhonnêteté, mais vraiment, je ne veux pas qualifier leur attitude. Mais le texte, il est public, il est très clair, et je voudrais même vous citer l'article 35, qui invite les partis à apporter leur contribution positive, et je dirais contribution positive et constructive. Ça veut dire qu'il est ouvert, il n'est pas à prendre. Nous n'avons jamais dit que c'est un texte à prendre et à laisser. Nous avons dit que c'est un texte négociable. Et nous avons dit que nous sommes prêts à faire de ces 5 pages, 500 pages. Les détails, ils devront impérativement être négociés. Le Maroc ne cherchera jamais à imposer une autonomie à qui que ce soit. Nous avons toujours été légalistes, nous le resterons. La solution viendra dans le cadre des tables rondes, dans le cadre de la facilitation des Nations Unies, avec l'appui du secrétaire général, de son envoyé personnel, et in fine, avec l'approbation de tout accord entre les parties par le Conseil de sécurité. Notre vision est très claire. L'ONU, rien que l'ONU, et pas plus que l'ONU. Voilà. Mais nous sommes ouverts. Pour ce qui concerne Monsieur Départ, vous avez dit, il cherche à partir. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Moi qui le dis, il a fait allusion à pourquoi il pourrait peut-être reconsidérer sa mission d'ici 6 mois s'il ne voit pas de progrès. Ce n'est pas à moi que vous devez me poser la question. Posez-lui la question. À lui. Pour nous, on le soutient, on l'appuie et on veut continuer à travailler avec lui.
S'il estime, lui, qu'il n'est plus en mesure de continuer sa mission, non pas à cause du Maroc, mais à cause du refus de l'Algérie de revenir à la table ronde, c'est son problème et c'est son droit. Et nous le regretterons, je le dis en toute franchise. Mais je vous invite à lui poser cette question directement. Êtes-vous en général satisfait de son rôle et de la manière dont il a mené? Satisfait, non, mais nous lui faisons confiance. Satisfait sur quoi? On n'a rien vu. Rien. Et chaque fois, on dit quand est-ce qu'on va se retrouver, quand est-ce que l'Algérie va revenir. Il y a une petite lueur d'espoir. Je crois, dans son briefing au Conseil de sécurité, il a dit que l'Algérie serait disposée à revenir à une sorte de table ronde. Pas table ronde, c'est-à-dire, je sais pas, la géométrie de la table n'est pas un problème pour eux, mais c'est une question de menu. Eh bien, discutons le menu. Et on peut s'asseoir, quelle que soit la géométrie de la table. Nous lui faisons confiance, mais s'il doit partir, on ne va pas le retenir, parce qu'on doit respecter sa volonté. Mais j'insiste, reposez-lui la question. S'il vous dit quelque chose, tenez-moi informé, s'il vous plaît. D'autres questions? Non? Merci infiniment. Au revoir. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.